Bonjour à toutes et à tous, vous êtes pile à l'heure pour Faites une pause, votre magazine hebdomadaire sur RCF Sarthe et je vous en remercie. Au sommaire, aujourd'hui, Jean-François Clémence nous expliquera comment profiter de la nature pendant les vacances qui approchent. Karine Borras vous fera voyager dans le Lot-et-Garonne avec les vignerons de Buzet. Et puis on prendra la direction du nord de la Sarthe aujourd'hui pour évoquer les journées du patrimoine des moulins. Ce sera en cette fin de semaine du côté de Mamers et de Bonnétable. Allez, on part se balader dans la nature pour commencer. Pour la dernière fois de la saison, nous retrouvons Jean-François Clémence de Bercé Naturellement. Bonjour Jean-François. Ouais, bonjour. Et juste avant l'été, bien vous nous proposez aujourd'hui une discussion sur les vacances et sur la nature. Bah oui, parce que malgré la météo un petit peu capricieuse, on arrive dans la période des vacances. Et puis c'est une période assez privilégiée pour aller dans la nature, la regarder, l'observer, en profiter, découvrir d'autres endroits ou même redécouvrir l'endroit où on habite. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour regarder la nature autour de chez nous. Eh bien justement, racontez-nous où est-ce qu'on peut la regarder tranquillement durant l'été. Alors, dans le jardin, Tout dans simplement. la rue. Je regardais hier, par exemple, un pied de mur dans le village où j'habite, à Marigny-l'Aillé, et puis il y avait une très belle, comment dit-on, une bouillée, comme on dit chez nous, un très beau plant de coquelicot, et sur ce plant de coquelicot, il y avait deux papillons. Alors c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup en ce moment, parce qu'il fait pas chaud. Il y en a pas beaucoup, c'est 5 mètres devant chez moi. Et puis c'est un peu partout pareil, il n'y a pas besoin d'aller voir les ours polaires au Svalbard ou courir après les lynx pour découvrir la nature. On a tout ce qu'il faut autour de chez nous. J'ai regardé une petite mésange juvénile là qui réclamait à manger à ses parents qui étaient perchés sur le poteau de ma clôture sans même sortir de la maison. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller très loin pour découvrir. Alors, si on a envie évidemment d'aller un petit peu dans la campagne, dans les talus, il y a encore quelques orchidées qui sont fleuries. J'en ai vu hier des orchis, un ophrys abeille magnifique que j'ai trouvé en me baladant, c'était là à moins d'un kilomètre de la maison. Donc vraiment c'est tout près qu'on peut faire ça. Et même quand il fait pas si beau que ça. Ouais, c'est tout prêt. On y reviendra en fin de chronique, mais il suffit de prendre le temps de le faire, quoi, tout simplement. Mais avant de revenir sur ce sujet-là, comment, du coup? On a évoqué la question où regarder la nature. Maintenant, la deuxième, c'est comment la regarder. Ouais, alors que là, je crois que vous avez utilisé le mot il y a moins d'une minute, c'est prendre son temps. Ça, c'est clairement un des maîtres mots. Si on va trop vite, on voit pas. Ça, c'est clair. Et puis, exercer son œil. Alors, ne pas chercher. Alors, évidemment, on va chercher à voir, comme j'ai fait ce matin devant la maison, un chevreuil qui se balade dans un pré qu'on vient de faucher ou un renard qui mulotte. C'est des grosses choses. Mais on va oublier de regarder à nos pieds les toutes petites choses qui sont parfois extraordinaires. Vous débusquez une menthe religieuse dans l'herbe, vous allez trouver un animal absolument extraordinaire. Les dessinateurs d'Heroic Fantasy n'ont pas cherché plus loin pour découvrir leurs affaires. Vous-même en fouillant l'humus, de la forêt, là, en regardant dans les feuilles, il y a tous ces petits grillons, toutes ces petites. Alors attention, hein, faut pas. Les petites araignées, faut pas en avoir peur. Hein, qui trimballent, on va trouver des choses extraordinaires. Une petite loupe, pour grossir un peu tout ça. Mais ne pas oublier le petit, parce on est toujours attiré par les grandes choses et prendre son temps. C'est inimaginable ce qu'on peut trouver sur 1 mètre carré, par exemple, de sol forestier à observer. Alors, il y a les petites plantes, il y a les déchets de l'année dernière, ce qui est en train de se transformer, ce que la nature va transformer en nourriture pour les autres plantes. Tout ça, c'est extrêmement facile à regarder, prendre son temps. Et puis s'équiper de petites choses qui permettent de les identifier. Il y a des très beaux bouquins, des dessins, même des applications maintenant qui fonctionnent sur les téléphones. On a tout ce qu'il faut à portée de la main. Oui, voilà, si on peut donner quelques conseils à celles et ceux qui vous entendent aujourd'hui, et justement pour prendre leur temps et savoir quoi regarder et comment les regarder, il y a tout un panel de choses sur lesquelles ils peuvent se renseigner aujourd'hui en fait. Oh oui, il y a qu'à regarder dans les bonnes librairies, il y a tout ce qu'il faut en papier, parce qu'il y a encore du papier, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a
périodique qui donne des petits guides d'identification. Bon, je fais pas de pub, mais pour un coup, la revue La Salamandre qui fait des tout petits guides de poche sur tous les sujets. Alors, il y en a un dernièrement, c'était sur les sauterelles et les criquets qu'on voit dans l'herbe en ce moment. Il y a eu les papillons, il y aura enfin bref, on peut trouver tout ce qu'on veut. Et puis, il y a aussi une autre solution. C'est quand même près de chez nous, il y a des gens qui savent mieux que nous, qui savent et qui proposent de les rencontrer, de faire des sorties avec eux. Donc, faut regarder un petit peu partout. Il y a des programmes qui sont sur les réseaux, des programmes qui sont dans les journaux, des propositions de sortie. Je pense en particulier à, par exemple, Carnuta, Juppy, qui propose des activités de découverte pendant toute la saison, ou toute l'année même d'ailleurs, ou le centre d'initiative à l'environnement CPIE de la Sarthe-Loire qui en propose aussi. Et puis, ne pas hésiter à aller rencontrer ces gens qui sont des passionnés ou des photographes qui vont vous amener à la découverte de tout ça. On a vraiment tout ce qu'il faut à portée de la main pour quelquefois on n'a pas trop de temps et quand les gens qui savent nous amènent aux endroits précis où on peut observer, on gagne un temps fou et là on peut prendre son temps pour les regarder. Oui, vous en faites partie, Jean-François, de ces gens-là. Hein. Celles et ceux qui vous écoutent régulièrement sur RCF le savent très bien. Un autre point à évoquer par rapport à ces sorties en nature, c'est une thématique, un sujet que l'on a pas mal abordé cette saison avec vous par rapport à la vie en forêt, c'est le comportement à adopter en forêt. Oui, bien sûr, en forêt ou ailleurs, on est une espèce comme une autre dans cette nature que on a tendance à être un peu envahissant et donc faut la respecter. Faut pas arriver avec nos gros sabots. Je vais voir ça, donc je traverse par ici, je vais par là. Non, on est soucieux de déranger le moins possible. Alors évidemment, on n'attrape pas pour le plaisir d'attraper. Non, on reste respectueux de l'environnement dans lequel on est. On sait très très bien que chaque fois qu'on y met le pied, on va perturber. Donc, perturbons le moins possible. Évidemment, je reprendrai pas les grands principes. On n'apporte pas de feu, on casse pas, on n'arrache pas. Je pense en particulier une mode un petit peu là du land art où on a tendance à arracher pour faire des jolies créations. Elles sont jolies d'accord, mais on a arraché tout le bazar autour pour le réaliser, où on a déplacé des pierres qui sont les logements de certains nombres d'animaux. Enfin bref, on respecte le tout et on le respecte à fond, sans vraiment, en essayant d'être le moins présent possible. D'ailleurs, c'est aussi un des maîtres mots pour bien observer. Quand on arrive à être là sans être là, ça marche mieux. Et puis pour conclure, on en parlait tout à l'heure, il est très important de prendre son temps, et une expression qui me fait bien sourire. Moi qui suis journaliste, il faudrait que j'apprenne à faire ça de temps en temps, c'est savoir ne rien faire. Oui, on a parfois pris, c'est difficile de s'extraire complètement de cette course après le temps. Dans notre civilisation actuelle, hein, c'est toujours le maître mot. On n'a pas le temps, il faut qu'on court. Il y a des moments où on a besoin de se presser, mais vraiment, quand les congés sont vraiment un moment privilégié pour se livrer à ce sport favori, de prendre son temps, et surtout à un sport encore plus, mais plus difficile à faire, c'est de ne rien faire. Essayez donc de ne rien faire un moment, s'asseoir au pied d'un arbre, laisser ou marcher sans trop penser à quoi que ce soit, laisser l'esprit faire le travail et aller vers des moments de plénitude qu'on atteint comme ça de temps en temps, difficile en ce moment, mais on peut les atteindre. On s'éloigne du fracas actuel et tout ce qui nous entoure. C'est indispensable et les moments de congé, même si on va pas loin, même si on peut le faire. Eh bien voilà, c'est un beau message à faire passer, Jean-François Clémence, pour aujourd'hui. Vous l'avez souligné en cette période un peu compliquée, ce contexte un peu compliqué que nous connaissons en ce moment en France. Merci beaucoup, Jean-François Clémence, pour cette dernière de la saison et pour avoir passé toute la saison avec nous sur RCF Sarthe. Et on se retrouve à la rentrée. On se retrouve à la rentrée. Merci à vous tous aussi de m'avoir proposé ces rencontres et d'y avoir participé. RCF Sarthe, la joie se partage. Vous êtes toujours dans Faites une pause. Karine Boras vous propose maintenant de quitter la Sarthe pour découvrir une initiative portée par des vignerons du Lot-et-Garonne. Elle est au micro d'Agnès Milo.
Bonjour Karine Boras. Bonjour. Aujourd'hui dans votre chronique, on va pas forcément se focaliser sur la Sarthe en particulier, on va voyager un petit peu à travers notre beau terroir français. On va parler de vin, de viticulture, avec une belle initiative portée par les vignerons de Buzet. Les vignerons de Buzet, c'est une histoire fabuleuse. Au départ, c'était des paysans qui avaient une petite production de vin et qui régulièrement avaient des surplus. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, il y a une centaine d'années, nos surplus, on pourrait peut-être les vendre. Donc ils ont créé une coopérative pour vendre leurs surplus. Finalement, c'est devenu une entreprise à part entière. Ce sont des gens qui sont sur une démarche écologique assez importante et expérimentale souvent. Mais là, je vais parler que d'un seul point. Lors de la fabrication du vin, il y a une très forte pollution de l'eau avec des produits pas sympas. Et ils se sont dit, nous, on ne veut pas rejeter cette eau polluée. À un moment donné, ils ont pris conscience de ça. Ils ont dit non, on ne peut pas remettre ça dans la nature. Comment est-ce qu'on fait? Et du coup, ils ont créé un bassin avec des plantes, deux bassins avec des plantes dépolluantes. Et du coup, ils rejettent leur pollution de l'eau dans ces bassins. Les plantes dépolluent l'eau, ce qui leur permet de rejeter une eau saine. Donc, dans la taxonomie verte, je vous en ai déjà parlé, qui est quelque chose qui est très compliqué pour beaucoup de gens. L'impact négatif, c'est, ok, dans ma fabrication, j'ai un impact de pollution sur l'eau. Ça, c'est l'impact négatif. Dans la taxonomie verte, on dit, ok, tu as un impact négatif, mais qu'est-ce que tu fais pour essayer d'améliorer? Donc la démarche de progrès, c'est déjà d'essayer de réduire la pollution. La troisième étape, c'est d'essayer d'avoir un impact neutre. Je dépollue ma propre pollution. Donc c'est ce qu'ils font. L'étape d'après, c'est ce qu'on appelle l'économie régénérative, c'est-à-dire que j'ai une action sur quelque chose qui n'est pas de ma responsabilité. Donc on pourrait considérer, dans cet exemple-là, que les vignerons de Buzet disent à leurs voisins qui polluent l'eau aussi, mettez vos eaux dans nos bassins, ça va vous permettre de dépolluer votre propre eau. Et là, on est dans l'économie positive, l'impact positif. On ne peut avoir un impact positif que si on a déjà un impact neutre. Et souvent, en RSE, on a un impact négatif avec une démarche de progrès et on dit on a un impact positif. Ah non, pas du tout, ça peut pas fonctionner comme ça. L'impact positif, c'est je vais aller dépolluer quelque chose qui n'est pas de ma propre pollution, en plus de mon impact neutre. Merci beaucoup Karine Boras. À très bientôt, merci. À très bientôt. Merci Agnès pour la réalisation de cet entretien. Prenons maintenant la direction du nord de la Sarthe pour conclure cette émission. Les journées du patrimoine de pays et des moulins 2024, c'est ce vendredi 21 juin, c'est même jusqu'au 23 juin. Et nous sommes aujourd'hui avec Fabien Katic, conseiller en séjour à l'Office de tourisme du Maine-Saunois pour nous en parler. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Alors si vous êtes avec nous aujourd'hui, Fabien Katic, c'est parce que ces journées vont évidemment avoir un écho sur votre territoire du Maine-Saunois. Oui, tout à fait, effectivement, puisque nous avons organisé 2 visites guidées en lien avec le thème de cette année qui est l'eau utile à tous. Et donc pour le vendredi 21 juin, nous allons faire une visite Mamers au fil de l'eau, où on va découvrir un petit peu à travers la ville le patrimoine en lien avec l'eau, et aussi ce qui a pu se passer de manière historique à travers différents lieux de la ville. Et puis, on va également faire une deuxième visite pour le samedi 22 juin prochain, effectivement, à Bonnétable, puisque là, nous allons longer le bord du Tripoulin, donc la rivière locale, pour évoquer effectivement le patrimoine local et tout ce qui est en lien avec les activités humaines autour de l'eau. Alors expliquez-nous du coup comment vous, à l'Office de tourisme, vous êtes approprié cette thématique de l'eau utile à tous pour proposer ces 2 animations à Mamers et à Bonnétable. Alors effectivement, nous avons la chance d'avoir un patrimoine important autour de l'eau et puis nous sommes toujours entourés d'eau, que ce soit à Mamers ou à Bonnétable. Donc, eh bien, il y a une grande richesse historique et patrimoniale, en tout cas en partie visible, puisque certaines visites vont évoquer un patrimoine industriel qui est disparu, mais qui a fait longtemps partie de la commune de Bonnétable en particulier, mais pas que, puisqu'à Mamers, on a eu également aussi des tanneries. Donc, pour nous, c'était une super opportunité de pouvoir parler effectivement de ce patrimoine et en même temps, d'une manière un peu plus large aussi, du patrimoine qui entoure l'eau à Mamers, puisque par exemple, nous allons évoquer certaines inondations qui ont impacté, on va dire,
la commune en 1904 notamment, au pied de l'église Notre-Dame en particulier, puisqu'il y a eu pas mal de dégâts à cette époque-là, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir découvrir la nature au cœur de la ville et de voir comment, au fur et à mesure des évolutions de notre conception de l'eau et de l'écologie, voir comment tout cela a évolué vers notre époque actuelle. Donc faire des circuits sur cette thématique-là autour de l'eau nous a donné l'opportunité de faire des visites où on aura l'opportunité d'évoquer la richesse du passé. La richesse du passé, évidemment en lien avec le présent, hein, cette thématique eau utile à tous, elle est très actuelle. Tout à fait, oui, effectivement. Et puis nous avions déjà un parcours au Mamers au fil de l'eau que nous développons auprès de nos visiteurs à Mamers lors d'un petit circuit qu'on distribue aussi en version papier pour que les personnes puissent faire une petite randonnée lorsqu'on ne fait pas ces visites-là en temps normal. Donc les personnes peuvent quand même découvrir ce patrimoine avec un petit dépliant que nous avons fait pour Mamers et également aussi avec des audioguides qui permettent de déambuler dans la ville toujours sur le même parcours, mais de pouvoir également apprendre autour de l'eau et du patrimoine local. Donc ça a été l'occasion effectivement de pouvoir faire des circuits qui sont super intéressants et qui en plus sont vraiment, comme vous le dites, d'actualité. Et du coup, par rapport à ces journées spéciales, c'est la première fois dans le Maine-Saunois que vous proposez quelque chose autour de ces journées-là, ou vous avez plutôt l'habitude de faire des propositions? Alors, c'est pas la première fois que Mamers participe au JPPM, en fait. L'année dernière, c'était autour des églises. Et puis cette année, c'est effectivement, comme je le disais, autour de l'eau. Mais la nouveauté cette année, c'est que effectivement, le parcours sur Bonnétable n'avait jamais été fait, donc c'est inédit. Ça va être une nouveauté et on va pouvoir mettre en valeur aussi le patrimoine de cette commune par ce biais-là. D'autant que le parcours est prévu dans le parc public actuel qui se trouve face au château et ce sera vraiment l'occasion d'avoir tout un déroulé de ce qui s'est déroulé au fur et à mesure du temps en fonction des activités humaines qui avaient besoin de l'eau pour pouvoir faire marcher leurs industries locales. Donc sur Bonnétable, ce sera inédit. Et si on veut participer, alors que ce soit à Mamers ou à Bonnétable ou même à ces deux visites, est-ce qu'il faut s'inscrire ? Oui, tout à fait. Effectivement, l'inscription est obligatoire. Alors, c'est gratuit, mais pour pouvoir s'inscrire, c'est tout simple. Il faut tout simplement nous contacter au 02 43 97 60 63. Eh bien, merci beaucoup, Fabien Katic, de nous avoir présenté ces deux journées spéciales, ces deux journées patrimoine de pays et de moulins du côté de Mamers et Bonnétable. Ce sera ces 21 et 22 juin. Merci à vous. Merci à vous et merci à tous vos auditeurs et auditrices. Bonne journée. Faites une pause, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous.